Bonjour et bienvenue au laboratoire de Sensorica où l'on pense le monde autrement. Mon nom est Tiberius et aujourd'hui on va aborder le sujet de la relance de l'économie montréalaise dans ce contexte de pandémie, de pandémie COVID. Et on va baser notre discussion ou notre regard critique sur comment le gouvernement local s'y prend en collaboration avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour nous faire sortir de cette crise. Et donc voilà la vidéo qui va être la matière de cette réflexion. Il a été publié par Le Devoir le 1er septembre 2020. Donc très récemment cette année. C'était avant la deuxième vague et étonnamment, on a en bas de 1000 views et on voit aussi, si on va plus bas, qu'il y a seulement 17 commentaires alors que c'est un sujet extrêmement important. Et je pense que les gens doivent porter un regard assez critique sur ce que nos gouvernements font. Et donc, on va se pencher sur ce vidéo-là. Mais avant de rentrer dans cette matière et analyser un peu comment est-ce que la ville de Montréal s'y prend, je vais un peu annoncer les lignes majeures sur lesquelles va se construire notre analyse critique. Il faut d'abord réaliser que la situation dans laquelle on se trouve en ce moment est une situation complexe. Alors, les situations complexes nécessitent des solutions qui sont complexes. Il faut aussi comprendre que des solutions complexes ne peuvent être produites, des actions complexes ne peuvent être mises en branle que par des systèmes ou des organisations qui sont complexes. Donc, la complexité interne de l'organisation qui veut produire une réponse complexe ne peut pas être moins complexe que la solution elle-même. Okay. Alors, il faut se poser la question, est-ce que les approches bureaucratiques, est-ce que les approches top-down sont des approches viables pour produire ce genre de réponse à cette situation complexe dans laquelle on se trouve? Ce qu'on apprend de plus en plus est que des approches écosystémiques, des approches en réseau, participatives, collaboratives, où on a un très grand nombre d'acteurs qui essayent de solutionner, qui apportent leurs propres petites solutions là où ils se trouvent, des milliers d'essais et erreurs, des systèmes de feedback, de rétroaction à l'intérieur de ces processus-là et de mécanismes de mimétisme, ça veut dire on se copie l'un l'autre au moment où quelqu'un trouve une bonne solution. Ben, ce genre d'approche-là, elle est beaucoup plus adéquate parce que les écosystèmes, les réseaux participatifs qui sont créés de cette façon-là possèdent une complexité interne qui est suffisante pour répondre à ce genre de problématiques. Alors voilà un peu comment est-ce qu'on va organiser notre critique de cette approche de la ville de Montréal. Et donc on va plonger dans cette vidéo. On va prendre quelques extraits que je vous ai préparés. Ici, j'ai pris un peu de notes pour que le tout suive, pas prendre énormément de temps, mais sortir l'essence. Alors, ce comité de relance économique a été mis en place par la ville de Montréal. Vous voyez ici un communiqué qui date de 21 mai 2020. Donc, la ville s'est mise en branle assez rapidement. Et donc, ça, c'est un point pour féliciter la ville de Montréal pour avoir quand même réfléchi assez tôt et mis en place un mécanisme de réponse. Vous avez ici un autre communiqué de la ville de Montréal le 1er septembre qui est aussi la date de parution de ce vidéo dans Le Devoir que nous allons analyser. Quelques petits mots sur ce comité qui a été formé. On va voir comment est-ce
comment est-ce qu'il a été composé. Donc nous avons ici des institutions financières. Nous avons la Caisse des Jardins, la Banque nationale et la Caisse de dépôt et de placement. Donc on a ici le côté financier. On a le CESIM, qui est le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal. Donc c'est l'inclusion dans ce comité-là d'un aspect communautaire et social, ce qui est très louable aussi. Je pense que c'est une très bonne approche, étant donné que ce genre d'instrument-là, il s'étend un peu plus dans la communauté et ça nous amène un petit peu ce côté écosystémique, s'il est bien mené et s'il est bien animé. Vous avez aussi des compagnies de consultance. On voit par exemple ici Dansky Energy, qu'on peut aussi le voir à l'écran. Et nous avons aussi le groupe Germain, hein, qui fait partie de ce comité de consultation. Eux autres, leur affaire, c'est les hôtels, donc ils sont dans l'hôtellerie. Ensuite, vous avez Port de Montréal et Aéroport de Montréal. Je me pose encore la question, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme solution? Ils peuvent peut-être donner des diagnostics pour dire combien de personnes et marchandises entrent et sortent de la ville, diagnostics sur le pouls économique de la ville de Montréal. Mais encore, je me pose la question sur la pertinence pour trouver des solutions économiques. Vous avez aussi la Chambre de commerce, les SDC, et d'autres acteurs à l'intérieur de ce système. Maintenant, le comité a été formé autour de 3 mandats. Le premier mandat, c'est la vitalité du centre-ville. Et donc, ce qu'on veut obtenir ici, c'est une croissance, une recroissance, ou retrouver le niveau de l'activité commerciale au centre-ville de Montréal, qui est vu comme secteur économique assez important. Il y a aussi un comité sur les secteurs stratégiques, quelles sont les industries les plus importantes sur lesquelles on peut agir comme point de levier, hein, pour retrouver la croissance économique qu'on avait avant cette crise. Et il y a un autre comité qui est la relance du secteur commercial, un plan de commerce, donc qui est mené un peu par le regroupement des SDC de Montréal, les sociétés de développement commercial. Alors voilà comment le comité est formé, et nous allons maintenant aux vidéos pour écouter quelques extraits, hein, que j'ai choisis pour vous pour faire une petite analyse. Alors, bien évidemment, on commence avec la mairesse. Et pour être bien-être avec vous, oui, il y a des défis, évidemment, comme toutes les grandes villes, non seulement au pays, mais partout à travers le monde. Mais il y a également beaucoup d'opportunités à saisir. Et c'est une chose qui, à chaque fois, me touche, c'est à quel point la population montréalaise, mais dans ce cas-ci, la communauté économique, et là j'y vais au sens très large, est prête à se mobiliser, lève la main, se dit présente et travaille avec la Ville de Montréal, entre autres, et les autres paliers de gouvernement pour trouver des solutions. Alors, s'il y a une chose que je veux que les gens retiennent aujourd'hui, c'est que tout le milieu économique est mobilisé, la Ville l'est également, et on est là pour trouver des solutions à une situation, bien sûr, exceptionnelle. Je pense que personne n'aurait prévu dans sa vie vivre une pandémie. Alors, bien sûr, la mairesse, elle nous fait aussi un discours pour nous dire que ça va très bien, et donc c'est le discours politique, hein, pour bien paraître. Ça va très bien. La ville de Montréal, avant, c'était en pleine croissance. Maintenant, elle est en bonne recroissance économique. Et donc, il y a une bonne reprise. Et elle met un peu la table pour nous annoncer qu'il y a une belle concertation qui s'est créée, hein, ce comité-là, et d'autres satellites autour pour venir apporter des solutions. Mais justement, par rapport à ces défis-là, la Ville de Montréal peut compter sur des experts, des partenaires, des alliés qui ont accepté de mettre l'épaule à la roue lorsque je les ai appelés en mai dernier. C'est pour ça que je suis si heureuse qu'ils soient, plusieurs d'entre eux soient ici présents aujourd'hui. Donc, c'était une initiative de la Ville de Montréal pour créer ce comité-là. Et donc, on voit la mairesse qui nous dit que ça a été vraiment instigé par la Ville. Et donc, ça c'est louable. Ça veut dire... Ça veut nous dire que, quelque part, nos élus sont à la manche et assez tôt. On a vu, il s'agit de
20 mai 2020. Hein. Ils ont fait des appels pour une collaboration massive pour apporter des solutions. Dernière petite chose que je voudrais vous dire, c'est que depuis la pandémie, la Ville de Montréal essaie d'être la plus proactive possible dans plusieurs domaines. Au niveau de l'économie, vous le savez, on a injecté plus de 20 millions de dollars sur de l'aide directe pour les commerçants, à même le budget de la Ville de Montréal. On a injecté des sommes également pour aider les commerçants à s'adapter, soit par de la livraison ou encore d'adapter leur plateforme ou de se mettre sur une plateforme électronique pour faire du commerce en ligne. Donc, on voit ici des pistes de solutions, hein, des pistes de solutions financières. Aussi la livraison. Donc la mairesse elle nous annonce un peu certaines mesures qui ont été mises en place et on va voir un peu plus de détails quand les représentants de certains de ces comités vont prendre la parole. Autant de petits éléments ici et là que quand on additionne, on se rend compte que Montréal a fait un travail exemplaire pour soutenir les petits commerçants et les entrepreneurs. Alors, voilà, ça allait bien avant la pandémie et là, ça va continuer de bien aller. On s'entend, ça ne sera pas facile tous les jours. Il va y avoir des défis. Il va sûrement y avoir même peut-être on s'attend, il est possible qu'il y ait des entreprises qui, à long terme, peut-être réussiront pas à survivre. Mais sachez une chose, c'est que tous et toutes ici, on est déterminés et dévoués à essayer de trouver le plus de solutions qui fonctionnent, qui sont efficaces, qui sont collées aux réalités. Mais encore une fois, on est dans une situation extrêmement particulière où on ne contrôle pas tous les intrants. Et bien sûr, je parle ici de la pandémie. Et donc, là, j'interviens un peu parce qu'on a une reconnaissance de Valérie Plante que le problème est très complexe, alors qu'elle voit cette complexité due au fait qu'on ne connaît pas les intrants. Et donc, la situation de la pandémie, elle peut changer. On peut avoir une deuxième vague, une troisième vague, ou donc on peut avoir des augmentations de cas de contamination ici et là. Et donc, on doit agir par rapport à ça. Et donc, oui, c'est vrai, hein, il y a cette réalité-là que nous ne contrôlons pas, qui est la pandémie, nécessairement. Mais le problème complexe, la nature du problème complexe, de la situation complexe dans laquelle nous nous trouvons, n'est pas nécessairement parce qu'on ne connaît pas les entrants. Le problème, c'est que même si on connaissait les entrants, il n'y a pas de causalité à l'intérieur d'un problème complexe ou d'un processus complexe. Pas de causalité directe. On ne peut pas, par analyse, apprendre ou déceler le mécanisme de fonctionnement de ce processus. Étant donné que la situation complexe se trouve au bord du chaos, même si on connaissait tous les intrants, on ne serait pas capable de prédire les effets qu'on pourrait avoir sur le système si on agit ici et là. Okay? Donc, la science de la complexité ne nous permet pas encore d'agir sur ce genre de situation-là de façon analytique. Cela veut dire qu'on peut avoir les meilleurs experts de Montréal, les amener dans une chambre, puis les faire analyser cette situation-là. Ils ne seront pas à eux-mêmes, en groupe, ils ne seront pas à eux-mêmes, à travers ce processus-là, de nous sortir de la crise, de tout solutionner ou d'amener des bonnes solutions sans apporter une solution à gauche et créer un problème à droite. Okay? Ce qui est le propre des situations complexes ou des processus complexes, c'est la situation dans laquelle on se trouve. C'est que même si on connaît la situation actuelle, hein, on ne pourra pas deviner les résultats de notre action. Okay? Et donc, ce qu'on détecte ici, c'est une méconnaissance des situations complexes ou des processus complexes. On va aller voir maintenant Michel Leblanc qui vient de la Chambre des commerces. On va voir donc un peu les solutions que lui, il propose avec sa vision hein, qui sort un peu de cette boîte, la Chambre de commerce. Et on a formulé des recommandations au gouvernement supérieur sur l'aide directe aux commerçants via des subventions et des prêts. On a demandé de majorer ça. Le gouvernement a répondu présent, ils l'ont fait. On a demandé aussi d'agir sur l'aide au loyer, rendre ça un peu plus accessible. Les gouvernements ont répondu. Et donc, Michel nous parle ici des solutions financières encore. Hein? Et, je vous dirais qu'on n'est pas été les seuls à le faire, mais le poids de Montréal dans les décisions gouvernementales au niveau fédéral est venu en bonne partie de cette mobilisation-là qu'on a connue à Montréal.
Et je ne les nommerai pas, mais j'ai des ministres fédéraux qui m'ont dit, « Michel, les autres métropoles du Canada souffrent aussi, mais il n'y en a aucune qui est organisée comme Montréal pour arriver avec des plans clairs, des stratégies claires, et ça nous aide à prendre des bonnes décisions. » Alors, je rends hommage à la mairesse de nous avoir fait travailler ensemble, mais à tous mes collègues. On travaille bien ensemble parce qu'on est structuré, on est focusé sur les enjeux et on arrive avec des propositions. À travers tout ça, rapidement est venue, comme je le disais, la nécessité d'amener des gens au centre-ville. Et ce n'est pas facile d'amener des gens au centre-ville quand les gens ne veulent pas utiliser les transports en commun, quand les gens ont repris des habitudes d'aller dans le quartier et de découvrir des commerces de quartier, ce qui est très bon pour les quartiers. Et puis finalement, et on va se le dire, quand le centre-ville est en même temps un chantier. Et donc, il fallait trouver une façon de dire aux Montréalais, même s'il y a des chantiers, même s'il y a des cônes oranges, vous allez aimer ça. Et Monique, et je vais la laisser décrire tout l'effort qu'elle a fait, mais elle a mobilisé tout un paquet de gens avec l'intention d'aider et ça a donné des résultats très intéressants. Bon. Donc, ce que Michel nous dit ici, c'est que, bon, à part ces mesures financières, ce qu'il a essayé de faire, c'est le chemin qu'ils ont pris, c'est de ramener du monde au centre-ville. Alors ça me semble un peu contradictoire et paradoxal. Donc, d'un côté, nous avons le gouvernement provincial qui nous dit seulement 25% des employés au centre-ville peuvent rentrer au travail, le reste doivent travailler de la maison. Et donc, la distanciation sociale devient la norme. Et ce qui fait que ça vide le centre-ville de personnes et ça réduit le commerce. Alors que là, ce que Michel Leblanc propose comme solution, c'est de ramener les gens au centre-ville. À travers tout ça, rapidement est venue, comme je le disais, la nécessité d'amener des gens au centre-ville. Et ce n'est pas facile d'amener des gens au centre-ville quand les gens ne veulent pas utiliser les transports en commun, quand les gens ont repris des habitudes d'aller dans le quartier et de découvrir des commerces de quartier, ce qui est très bon pour les quartiers. Et puis finalement, et on va se le dire, quand... Et là, donc, on voit aussi une contradiction entre la vie de quartier et la ville de centre-ville. Donc, si on focus beaucoup sur le centre-ville, parce que probablement, bon, c'est un secteur économique assez important et ça pèse fort sur l'économie générale globale de Montréal. Mais là, ce qu'on voit Michel dire, c'est que c'est mieux que les gens viennent au centre-ville que rester chez eux. Bon, c'est sûr que en restant chez eux, ils aident l'économie locale de leur quartier, donc ça va peut-être aider le commerce du coin, mais on veut quand même les avoir au centre-ville. Okay? Donc, on voit ici une sorte de vision de la relance économique que Michel Leblanc nous présente, qui n'est pas holistique. Parce que ce qu'on parle ici, c'est d'un déplacement. Okay? Oui, ça favorise les quartiers, mais on veut les avoir au centre-ville, ça veut dire appauvrir les quartiers. Le centre-ville est en même temps un chantier. Et donc, il fallait trouver une façon de dire aux Montréalais, même s'il y a des chantiers, même s'il y a des cônes oranges, vous allez aimer ça. Et Monique, et je vais la laisser décrire. Et là, il y a un autre paradoxe, parce que la Ville de Montréal, ça c'est une question de gestion. La Ville de Montréal, ils ont voulu, d'une certaine manière, bénéficier du fait que la ville s'est vidée pendant l'épidémie. Et donc, ils ont mis en branle beaucoup de chantiers. Là, au niveau de la gestion, le paradoxe, c'est les gens sont à la maison, on fait des rénovations, des infrastructures, on ouvre les rues, on fait énormément de rénovations, on ouvre énormément de chantiers, parce que les gens restent à la maison, mais on voudrait que les gens viennent au centre-ville. Et là, on va aller voir Monique Simard qui s'est chargée de l'animation au centre-ville et qui a travaillé beaucoup avec les SDC aussi, les sociétés de développement commercial. Donc, ici, c'est de mettre en place des astuces qui vont attirer les gens, mais qui a aussi une autre composante qui est si on aménage un peu les rues du quartier, si on ferme les rues, on crée des espaces piétonniers, ben, on peut aussi élargir un peu l'espace commercial, les restaurants, en changeant un peu le zonage de façon temporaire. Les restaurants, au lieu d'entasser du monde à l'intérieur, ils vont avoir la possibilité de distancer un peu leur clientèle. Et donc, il y a beaucoup de restaurants qui ont bâti des terrasses. Il y a beaucoup d'espaces publics à proximité des commerces où les gens pouvaient aller chercher quelque chose, un petit paquet à manger, et s'asseoir sur un banc et donc manger à l'extérieur. Donc, ça permettait aux gens d'avoir une vie au centre-ville, ça permettait au commerce un peu de respirer. Mais ce qu'on voit ici encore, c'est ce paradoxe-là, où on a le gouvernement provincial qui dit rester à la maison, éviter de
vous entasser dans les rues de Montréal, évitez de vous entasser dans les commerces à Montréal, restez à la maison autant que vous pouvez. Mais de l'autre côté, la ville de Montréal, elle met en place des mécanismes pour ramener un peu. Parce que ce n'est pas juste ces espaces qui ont été créés pour élargir la zone commerciale, mais c'est aussi beaucoup d'activités ou d'animations, des artistes sur la rue. Donc, il y avait cet élément aussi d'attraction. Comment est-ce qu'on peut, avec la Chambre de commerce et d'autres partenaires, essayer de revitaliser ce centre-ville qui est si important à Montréal? Et c'était toute une commande. Parce que, bon, les travailleurs ne sont pas là, les touristes ne sont pas là, les universités, il y en a 3 dans le centre-ville fermées. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est, outre toutes les mesures de soutien au commerce, il faut trouver une façon d'animer, d'aménager pour que les gens reviennent. Et voilà, donc cette animation-là, c'est le facteur d'attraction. Hein. On dit aux gens de rester à la maison, mais en même temps, on veut les ramener au centre-ville, ce qui est, selon moi, un paradoxe. Bon, la première chose qu'on a faite, nous, c'est de réunir des créateurs, des gens là, qui pensent en dehors de la boîte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a un qui dit qu'il faut faire une plage à Montréal, mais on en a fait une. Il y en a une au coin de Saint-Laurent, puis René Lévesque, un espace avec du sable, les gens se mettent les pieds dans le sable. Donc, il fallait trouver des façons de les attirer. Parce qu'il y a une chose qui n'a pas été mentionnée, c'est la peur, la crainte. Les gens avaient peur, hein, parce que ça faisait bombarder de messages à longueur de jour, faites attention, donc est-ce que je vais m'aventurer jusque-là? Alors, je dois dire que on a mesuré, on commence à mesurer. Et donc voilà, on parle de la peur et donc on crée ces astuces pour attirer les gens. Donc on voit ici cette contradiction entre la politique du gouvernement provincial qui veut faire peur à la population. Si on écoute François Legault parler, il envoie un message de peur. Restez à la maison, sinon ça va être pire. Respectez les normes de sécurité sanitaire, sinon on va avoir un autre lockdown. Okay. Et donc, c'est un message de peur, une forme de menace douce, hein, alors que la stratégie de la ville de Montréal, c'est de se dissiper cette peur-là. Donc, on va faire une plage, on va amener les artistes au centre-ville pour que les gens regagnent leur confiance à sortir de chez eux. 4 places publiques, des tulipes. Les tulipes, c'est des terrasses urbaines ludiques pour le public. On a travaillé avec des designers, on a des œuvres et on a 250 restaurants qui sont à moins de 250 mètres de ces espaces-là. Parce qu'on a réussi à faire changer ou à faire adapter la réglementation où, comme dans les parcs, les gens peuvent aller dans les terrasses qu'on a aménagées avec de l'alcool, ils vont chercher... Et voilà, donc ça c'est un aspect positif qui est très cohérent avec la politique. Donc on veut élargir ces espaces commerciaux pour pouvoir avoir une vie au centre-ville, mais aussi pour pouvoir avoir une activité commerciale, mais tout en répondant aux contraintes de santé publique qu'impose le gouvernement provincial. De la nourriture, parce que les restaurants servent beaucoup de mets préparés, alors ils peuvent boire. Et surtout, et ça évidemment, du partenariat du quartier des spectacles, de la culture, 280 prestations d'artistique, 575 artistes. Et voilà, donc ça c'est l'élément attracteur. On veut ces artistes, on veut ces représentations artistiques parce qu'on veut que les gens viennent et qu'on veut les garder là un peu. Donc on veut réanimer un peu le centre-ville de Montréal. De cirque, de musique, de chansons, bref, de littérature qui ont été... Alors, parce que la culture, ça reste quand même une marque de commerce de Montréal. Hein? C'est pas juste pour ceux qui viennent en tourisme, c'est aussi pour la population montréalaise dans son entier. La culture, c'est la fierté, entre autres, de Montréal. Et pas seulement, mais surtout, c'est que les manifestations culturelles ont lieu dans le centre-ville de Montréal. Et là, on va aller voir M. Paquette de Montréal International qui va nous parler aussi des solutions que son propre comité nous propose. Et ce qu'on voit là, finalement, c'est la même pensée.
c'est la même stratégie de développement économique de Montréal, de ramener des investisseurs à Montréal, de favoriser certaines industries qui sont des points de levier de l'économie montréalaise et québécoise. Et donc, dans ce discours, je ne vois pas vraiment quelque chose qui se réfère de façon directe à cette pandémie de COVID. On aurait pu écouter ce même discours avant la COVID, puis longtemps après la COVID. Comment est-ce qu'on fait pour relancer l'économie, ou comment est-ce qu'on fait pour développer encore plus l'économie à Montréal. Donc ces mesures-là, je les trouve pas vraiment spécifiques au COVID, et ce sont des mesures qui sont à de très haute altitude, disons, qui ne touchent pas vraiment le petit commerce au coin de la rue qui est en train de fermer. Je pense que c'est là où le problème touche le plus en ce moment, et c'est là que ça cause un peu des frictions sociales, hein, quand on voit les gens qui se révoltent contre le port des masques et contre les fermetures des business, mais finalement c'est ce genre de population-là qu'on oublie un peu dans ces propos de M. Paquette, qui est le gars de la grande business, hein, Montréal International. Alors on va l'écouter. Croissance économique au Canada. Ce qu'on va vous présenter ce mois-ci, donc dans les prochaines semaines, c'est donc le fruit de plus de 25 entretiens qu'on a réalisés dans les dernières semaines. On a parlé évidemment au GRAP, parce que l'économie montréalaise est organisée sous forme de GRAP avec ses secteurs précis, mais aussi des joueurs économiques importants. Et je tiens à les remercier d'avoir été disponibles pour nous en plein mois d'août. C'était pas toujours facile avec des communications dans le fin fond des Laurentides, mais on a réussi. On a parlé à tous les gens. Il y a des fois, la communication coupait, mais on se rappelait. Donc, merci à eux. Ce qui transparaît ici, c'est quand même un effort qui semble être assez honnête, hein? C'est des gens qui sont à la barre de certaines institutions. On voit aussi un peu l'architecture de cette approche. On a la Ville de Montréal qui travaille avec toutes ces institutions-là, et donc qui travaille avec les SDC, qui travaille avec l'animation au centre-ville, les organismes culturels, qui travaillent avec Montréal International et tout ça. Donc, on voit un peu tout l'échafaudage institutionnel, hein, qu'on a ici, qui s'est mis en branle. Et là, encore, il faut se poser la question, est-ce que c'est la bonne approche? C'est donc de se servir de ces institutions classiques, hein, pour apporter des solutions à des problèmes complexes. C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est par ces canaux-là, est-ce que c'est en mettant ces institutions-là ensemble, c'est par ces canaux institutionnels-là qu'on arrive à apporter des solutions ou pas? Ou peut-être qu'il faut élargir l'approche. Il faut inclure même le restaurant du coin, hein, à réfléchir, à expérimenter, et lui donner une place sur une plateforme d'innovation, sur une plateforme où l'on trouve des solutions, sur une plateforme où l'on crée une nouvelle expérience citoyenne à Montréal, où on expérimente avec les nouveaux modèles de commerce, des nouveaux modèles économiques. C'est ça la vraie question. Okay? Mais ce qui transparaît de ces vidéos, c'est des gens qui, honnêtement, ont mis la main à la pâte et qui pensent avoir fait du bon travail, qui se sentent satisfaits parce qu'ils ont travaillé fort. Ils ont travaillé fort, ils sont fatigués, mais ils ont travaillé avec beaucoup de passion, ils se sont mis là-dedans, ils pensent que leurs actions sont nobles, puis ils apportent une solution concrète. Et c'est ça qu'on doit remettre en question. Hein? C'est ça qu'on doit remettre en question. Parce que avoir l'impression qu'on a aidé, parce qu'on est très fatigué, puis on a bien travaillé ensemble, avoir l'impression qu'on a aidé, c'est une chose, mais avoir apporté des vraies solutions à un problème complexe, c'est complètement une autre chose. Okay? On ne peut pas
juger sur des relations de causalité. Donc, s'il y a des gens dans la rue qui se révoltent contre le port de masque, contre la perte de liberté, contre les fermetures des restaurants et des bars, s'il y a des gens dans certains secteurs économiques qui se trouvent plus défavorisés que d'autres, est-ce que c'est des formes d'injustice? Est-ce qu'on a délaissé certains côtés puis on a trop focusé sur d'autres? On ne peut pas le savoir, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite qui a été trouvée par cet échafaudage institutionnel. Okay, donc c'est là que le cœur de notre critique s'amorce. Merci aussi aux gens de la Ville d'avoir été présents avec nous, aux gens de la CMM et aux gens des deux autres paliers de gouvernement, parce que c'était important pour nous que Québec et Ottawa soient observateurs sur ce sous-comité de relance. Pourquoi? Parce que, regardez, si vous trouvez qu'on a des bonnes idées, reprenez-les à votre compte. On veut que vous les exploitiez. Et donc, on se disait qu'en les impliquant le plus tôt possible dans le processus, bien, s'il y a des bonnes idées, tout au final, peut-être pas c'est 100%, mais si vous voulez reprendre 95% puis améliorer le 5% restant, bien, faites-le. C'est pour ça que ce sous-comité de relance-là a été mis sur pied. Donc, merci aux deux autres paliers de gouvernement et à la CMM aussi d'avoir été là. Donc, un point très positif ici, c'est vraiment une approche coopérative. Alors, ces gens-là à Montréal qui ont formé ces comités-là, ils se sont dit, on va essayer d'innover hein, à l'intérieur de nos boîtes, à l'intérieur de notre pensée paradigmatique d'une société hiérarchique. On va essayer de trouver des solutions. Et ils font du mieux qu'ils peuvent, je l'espère, qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que leurs solutions se sont à partager. Donc, on voit ici ils sont dans la démarche d'une cause, hein, de régler un problème qui est sérieux de notre société, et ils veulent impliquer les autres paliers du gouvernement qui ont un pouvoir de diffusion. Par exemple, s'il y a quelque chose qui marche à Montréal, essayez-le à Québec, essayez-le à Sherbrooke, essayez-le partout au Québec. Et si ça marche au Québec, mais ça peut marcher ailleurs au Canada, donc on va aller chercher le gouvernement fédéral pour s'inspirer de ce qu'on essaie ici à Montréal. C'est très louable. La critique que je pourrais apporter ici, c'est que l'État, dans ce cas, dans cette situation complexe, l'État devrait plutôt jouer un rôle d'arbitre, d'un rôle de facilitateur, hein, plutôt qu'un conduit de certaines solutions qui se voient top-down, soit générées à l'intérieur de la ville de façon top-down, puis ensuite récupérées par les gouvernements provincial et fédéral et appliquées aussi de façon top-down. Parce que, oui, une solution qui a l'air prometteuse au Québec n'est pas nécessairement applicable ailleurs au Canada à cause des différences culturelles, à cause des différences des fondements économiques de ces provinces ou de ces villes. Et donc, c'est une bonne intention, cette pensée-là. Hein? On la met comme un point positif, mais en même temps, elle est aveugle au fait que ces canaux institutionnels-là ne peuvent pas nécessairement copier les solutions. Ce qui est mieux de faire, c'est de former, c'est de créer cette plateforme collaborative, participative ou pair à pair, où dans chaque province, dans chaque ville, dans chaque village, il y a des expérimentateurs. Hein, qui essayent de trouver des solutions, et il y a 1000 essais et erreurs, des millions d'essais et erreurs, et ce grand écosystème gère ce genre d'effets et erreurs avec une sorte de système de feedback et de mimétisme. Ces essais et erreurs se propagent de proximité à proximité. Alors, il y a peut-être des solutions qui sont trouvées en même temps par des acteurs à Montréal que par des acteurs à Vancouver. Ces solutions-là, si on parle des mêmes acteurs au niveau économique, elles peuvent être très différentes, mais ils peuvent être trouvés de façon parallèle. Hein? On n'a pas besoin d'acheminer ces solutions sur ces canaux institutionnels-là. Donc, voilà la solution qu'on prône, et encore une fois, on voit un peu d'aveuglement, hein, ici représenté par M. Paquette de Montréal International. C'est vraiment la pensée institutionnelle qui nous aveugle un peu à ces possibilités plus collaboratives, plus participatives ces nouvelles approches qu'on peut amener à apporter des solutions à cette problématique majeure. Quand on parle d'attractivité internationale de Montréal, c'est quoi? C'est les investissements directs étrangers, c'est les exportations, mais aussi le talent. Donc, je trouve cet apport à M. Paquette, étant donné qu'il n'est pas spécifiquement ciblé pour cette crise de COVID, je le trouve un peu superflu.
Il y a 4 autres éléments qui ont vraiment fait consensus, puis avec Kim, je n'ai pas de difficulté, j'ai eu son OK pour vous parler de ces 4 autres éléments-là qui font consensus. Le premier, c'est sur la question de la main-d'œuvre. Si on veut être attractif, il faut travailler pour avoir une main-d'œuvre plus qualifiée qui répond aux besoins de l'économie actuelle. Donc, ce que nous allons proposer, c'est une grande corvée de la formation. On a vu qu'on pouvait le faire avec les préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Ce qu'on propose de le faire, c'est aussi de répéter l'expérience et de le faire dans le secteur numérique. Voilà. Donc, le problème de la main-d'œuvre pour le secteur numérique n'a rien à voir avec la COVID. Okay. Alors ça c'est un discours qui porte qui va favoriser un certain secteur de l'industrie qui est le numérique, hein, ces grandes corporations qui sont établies ici. Et donc, ce que je vois, on peut à travers ça, ou ce que je ressens. Je peux avoir tort, mais je peux avoir aussi raison, on ne sait pas. Mais ce que j'aimerais pas voir, disons, dans ce discours, c'est de profiter de la crise COVID et du fait qu'il y a de l'argent disponible pour une relance économique, pour la mettre là où il ne faut pas, pour la mettre dans des secteurs qui sont déjà bien. Ce sont des secteurs qui allaient bien, qui vont toujours aller bien, qui ne sont pas trop affectés par cette crise. Ces grandes corporations dans cette industrie numérique à Montréal, c'est pas elles qui souffrent le plus. Ces gens-là, ils peuvent travailler bien à la maison, ils font très, très bien du télétravail, ils sont toujours sur leur ordinateur, c'est du travail de la connaissance, c'est pas du travail dans un restaurant ou dans un bar ou sur un champ d'agriculture. Donc, ce sont des secteurs qui sont sortis assez bien. Ce qu'on ne veut pas voir ici, c'est justement profiter de la crise pour attirer un peu de l'argent, pour le mettre dans ces industries-là qui n'ont pas vraiment besoin. Et donc, ce discours n'a pas sa place dans un comité de relance économique dans ce contexte de COVID, selon moi. On va aller voir les 3 autres. Un autre élément qui a fait consensus, c'est l'importance de reprendre des missions Montréal à l'étranger. Là, Mme la mairesse, je sais que vous êtes là. Bon, on vous en a parlé. J'espère que votre passeport est à jour, parce que dès que nous pourrons repartir, on pense que c'est important que les différents joueurs économiques autour de vous partent et aillent vendre Montréal à l'étranger. On souhaite d'ailleurs que le gouvernement du Québec fasse la même chose avec ses missions Québec, et on dit au gouvernement fédéral, reprenez vos Teams Canada. On le sait, ça fonctionnait. Et donc, si ça a fonctionné dans le passé, ça va fonctionner dans l'avenir aussi. Et voilà, donc un autre élément qui n'a rien à voir avec la COVID, je veux dire, on a toujours fait ça, vendu Montréal à l'étranger, essayer d'attirer les investisseurs. C'est un discours qui aurait pu avoir lieu il y a 5 ans. Il n'y a absolument rien de spécifique COVID. Donc, on voit un peu que M. Paquette, là, il n'apporte pas vraiment des éléments nouveaux spécifiques pour cette crise COVID. Hein? Ce n'est pas quelque chose de spécifique à ce comité de relance économique dans ce contexte particulier. Troisième élément, on se doit de trouver une image de marque de Montréal, un branding, comme on dit, qui a une plus forte connotation économique. En anglais, on dit que Montréal est reconnu pour ses 4 F. Fun, Food, Festival et Formula One. Et moi, quand je parle en anglais, je leur dis qu'il faut en ajouter un autre, il faut ajouter FDI pour investissement direct étranger. Voilà, encore une fois, absolument rien avec la COVID, c'est le même discours que j'ai. Mais ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être contextualisé. Comme par exemple pour dire que le branding de Montréal, c'est une ville qui est safe, c'est une ville qui est sécuritaire au niveau de la santé. Okay? On a pris des bonnes mesures en place. Vous pouvez venir ici, puis on est bien muni de ces technologies. On fait bien du télétravail. On a mis en place toutes sortes de mécanismes, transport en commun sécuritaire et tout ça, commerce sécuritaire. Et donc, il y a une belle vie à Montréal. Vous pouvez venir investir et travailler ici parce que c'est sécurisé. Ça aurait été quelque chose qui aurait eu sa place dans ce contexte de COVID. Mais tout ce que M. Paquette vient de dire, ça n'a pas vraiment rapport avec la COVID.
Donc, on veut que nos succès économiques soient plus reconnus à l'étranger et ça passe notamment par une image commune que tout le monde, tous les partenaires actifs dans le développement économique vont pouvoir utiliser à l'étranger. Enfin, un mot sur l'aéronautique. On sait que c'est difficile, on sait que ça va être encore difficile, probablement pour quelques semestres. On n'a pas de solution miracle. Le sous-comité n'est pas arrivé du baguette magique en disant, ben voilà, nous allons commander 50 avions et le problème sera réglé. C'est pas ça, c'est beaucoup plus difficile que ça. Tant que les compagnies aériennes ne volent pas, elles n'ont pas de sous pour acheter de nouveaux avions. C'est plate, mais c'est comme ça. Ce qui fait qu'on n'a pas de solution miracle. Et bien voilà. Ça, c'est très contextuel pour la crise COVID parce que les frontières ont été fermées et les gens ne peuvent plus voyager. Alors, oui, c'est un secteur économique qui est en crise. C'est un secteur économique à valeur ajoutée. C'est un secteur qui exporte beaucoup et qui apporte de la richesse aux Québécois et Québécoises, aux Canadiens et Canadiennes. Ça, c'est une vérité. Mais il faut mettre ça aussi dans un contexte un peu plus large. C'est que cette industrie de l'aérospatiale a été très subventionnée, très financée par nos gouvernements. Et il y a des gens qui ont un peu de réticence. Hein. On connaît bien les problèmes de Bombardier et tout ça. Et donc, mis dans ce contexte-là, il y en a qui peuvent avoir une réaction du genre, bon, encore, on veut donner de l'argent à ce genre d'industrie-là. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et donc, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement fédéral développe rapidement une politique fédérale de l'aéronautique, comme plusieurs autres pays qui sont actifs dans le secteur de l'aéronautique possèdent donc une de ces politiques-là. Et ce qu'on veut aussi, c'est que le fédéral a mis sur pied le Fonds stratégique pour l'innovation, et bien qu'à l'intérieur de ce fonds stratégique, il y a des sommes qui soient consacrées au secteur de l'aéronautique. Et voilà, donc il vient de faire la demande de l'argent du fédéral pour le secteur aéronautique. Et donc, en tout cas, donc, M. Paquette ici, il me déçoit un peu parce que son discours n'est pas très contextualisé COVID et il donne l'impression un peu que c'est l'homme des grandes corporations, des grandes business, Montréal International, tout ça. Et donc, ce qu'il prône finalement, c'est de l'aide à certains secteurs économiques. C'est bien, mais c'est des discours qu'on aurait pu avoir avant. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ces secteurs et pas d'autres. Et là, nous allons voir une représentante de SDC Montréal, hein, de cette association de sociétés de développement commercial. Et aussi, on va voir Christian Savard aussi, qui travaille pour la SDC, qui vont vraiment nous sortir l'essence de ce problème. Donc, c'est à travers leur langage qu'on constate la complexité du problème. C'est un problème qui est multisectoriel, qui demande des approches multidisciplinaires, qui fort probablement ne peut pas être réglé à travers des conduites institutionnelles qu'on a par analyse et production d'une réponse. Et donc, c'est à travers leur langage qu'on comprend que peut-être une approche collaborative, participative, une approche réseau, une approche écosystémique, hein, qui possède toute la complexité interne pour porter des réponses, pour nous apporter des réponses complexes à ce problème complexe, à cette situation complexe. C'est peut-être ça l'approche qui est plus viable que ce que la Ville de Montréal est en train de mettre en branle. Alors, on l'écoute bien, puis la SDC, ce sont des gens qui sont les plus proches des commerces qui ont été le plus frappés pendant cette crise-là. Et donc, c'est pas par hasard qu'une grande vérité sort de la bouche de ces personnes-là et que ces personnes-là, ils ont une bonne représentation de la situation à laquelle on fait face. Malheureusement, ils ne proposent pas vraiment des solutions, ils posent seulement le problème, ils le décrivent assez bien, mais ça nous ouvre cette réflexion-là de peut-être essayer des approches collaboratives et participatives. Alors, on l'écoute. Souligner que le travail qui va être fait en ce moment a pour nous débuté presque en 2016 avec d'autres comités qui ont été formés, même en 2018.
le comité du plan... Donc, ça commence mal, mais ça va aller mieux. Ce qu'elle nous dit en ce moment, c'est que ils sont en continuité, qu'ils ont déjà mis en branle certaines réflexions avant la COVID et que maintenant, ils sont en train de bâtir par-dessus. Bon, ma question que je me pose maintenant, c'est est-ce que vraiment ces réflexions qu'ils avaient avant, qui ont été faites dans une période où il n'y avait pas de crise, est-ce que ces réflexions-là sont encore valides aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont en train de se mettre sur la bonne piste? Mais encore une fois, ils n'apportent pas la solution, donc on va aller pas trop sur la critique de leur solution proposée, parce que il y a cette reconnaissance de la complexité du problème qu'on aime bien. Commerce. Donc, ce qui rend facile, à notre avis, pas si facile parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais ce qui rend plus simple la composition de notre comité puis l'élaboration de recommandations, c'est ce travail qui a été fait en amont en 2018 de regrouper l'ensemble des acteurs du développement économique pour penser à un plan commerce pour Montréal. Des défis, il y en avait déjà beaucoup. On en a nommé quelques-uns aujourd'hui, je ne répéterai pas, mais ce comité-là a permis déjà d'avancer plusieurs solutions. Il y a un autre comité qui a été formé récemment. Ce n'est pas tout à fait un comité, c'est plus la commission au niveau des locaux vacants à Montréal. Donc, on voit que quand il y a des problématiques, je pense que la Ville n'hésite pas à mettre ensemble les acteurs pour pouvoir déjà émettre des solutions. Donc, nous, c'est sûr qu'on reprend l'ensemble de ces recommandations-là. On va essayer de voir qu'est-ce qui a déjà été fait. On va reprendre ce qui est toujours à jour, mais surtout, on va l'adapter à la situation actuelle là, de la pandémie. Je voudrais dire d'ailleurs que l'élaboration des recommandations est un défi majeur parce qu'à Montréal, juste de notre point de vue, l'Association des SDC, on représente 20 secteurs différents. C'est 20 rues différentes, c'est 20 quartiers différents, c'est des populations différentes, des publics différents. On a vu cet été que la Ville a mis en place quelques solutions, ont testé des solutions. Il n'y a pas une solution qui pourront répondre à tous les enjeux de tous les quartiers. Et voilà. Et donc, voilà quelqu'un qui travaille pour la SDC, qui est très ancré sur le terrain, qui est en grande proximité avec ces commerces qui ont été frappés à plein fouet par cette crise. Et elle reconnaît la grande diversité seulement sur le territoire de Montréal. Okay? Donc, ce qu'elle nous dit ici, c'est que le problème est extrêmement complexe. Et là, c'est seulement sur l'île de Montréal. Hein? On ne parle pas de l'étendue de Québec en entier, on ne parle pas de l'étendue du Canada en entier. Donc, vous voyez comment ce degré de complexité se multiplie énormément. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que, wow, ça, c'est vraiment quelque chose que ça va être très difficile d'approcher. Hein? Puis là, on est seulement dans le contexte montréalais. Et ça, je pense que c'est vraiment un des aspects les plus difficiles du comité. C'est d'élaborer une série de solutions, une série d'actions. Ça va prendre beaucoup d'audace, beaucoup de courage. On le voit, il y a des décisions qui divisent actuellement et c'est tout à fait normal. Ça divise en temps de crise, ça divise en... Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est qu'au moment où l'institution classique qui prend des décisions analytiques, mécanistiques, qui amène des réponses simples, qui amène une mesure pour tout, des solutions qui s'appliquent à tout, par exemple, on ne peut pas tout couvrir. On n'a pas cette granularité dans notre réponse pour épouser les besoins de chacun. Okay? Et donc, on ne se pose pas vraiment bien sur la morphologie du territoire. On a une couverture qui est raide, ça ne couvre pas tout le monde. Ça ne touche pas tout le monde. Et donc, nécessairement, à partir de ce genre de réponse-là, ce qu'on va avoir des gens qui vont être mécontents. Okay? Parce qu'on va régler le problème de certains, puis on va empirer le problème de l'autre. Donc, ce qu'elle nous dit ici, c'est qu'il y a du mécontentement, puis c'est normal pendant une crise, mais la vérité, c'est pas vraiment que c'est normal pendant une crise. Le mécontentement vient du fait que les solutions sont génériques, sont générales, ne tiennent pas en considération de cette variation ou cette variété de besoins des gens. Donc, forcément, on va créer du mécontentement. Donc, plus les solutions qu'on apporte sont simplistes, et c'est ce genre de solutions qui nous sortent de ces boîtes institutionnelles traditionnelles, de ces approches analytiques ou mécanistiques. Plus les solutions sont simplistes, plus il y a du mécontentement. Donc, le mécontentement, ce n'est pas nécessairement une réaction normale pendant le temps de crise, mais c'est aussi produite par des solutions qui sont inadéquates ou qui n'ont pas cette flexibilité, cette granularité, cette complexité pour épouser tout le territoire comme il faut. Temps où les gens sont émotionnellement, financièrement, psychologiquement très affectés par ce qui se passe. Donc, je pense que
tous les acteurs qui sont mis ensemble aujourd'hui le font dans un intérêt pour penser vraiment à la majeure partie des gens affectés par cette crise-là. Oui. Donc, si on renverse un peu la vapeur, puis on empower ces gens-là, hein, on prend les restaurants, on prend les petits dépanneurs du coin, on prend les bars, on prend les commerces de rue, puis on les met sur une plateforme, on les empower, on leur donne le pouvoir de participer à l'élaboration de nouvelles stratégies, de nouvelles expériences pendant ce temps de crise-là. Mais on aurait moins de ce mécontentement-là. Okay. Donc, ce n'est pas une approche participative où ces gens-là se sentent appelés à mettre la main à la pâte et à trouver des solutions. Ils se sentent imposer une solution. Okay? Cette approche top-down, la façon qu'elle se fait, ben restez là, nous on est le gouvernement, on a toutes ces institutions-là avec des gens intelligents et de bonne volonté, puis on va trouver une solution pour vous. Le problème, c'est que ce système-là ne pourra pas trouver une solution pour ce genre de situation complexe. Donc c'est ça qu'il faut réaliser ici. Là. Le fondement de cet argument-là, c'est qu'il n'y a pas de solution simpliste qui peut matcher un problème complexe ou une situation complexe. Et on crée forcément du mécontentement. Alors, une des solutions, c'est d'inclure ces gens qui sont mécontents et de les faire participer, de les valoriser pour ce qu'ils sont, de valoriser leur savoir local et de les valoriser aussi en tant que créateurs de nouvelles solutions. Et donc, ces gens-là, ils font partie du processus de solution plutôt que de subir des solutions qui sont proposées par nos institutions. On va aller voir maintenant Christian Savard, aussi de la SDC, et ce gars-là, il met vraiment les points sur les i. Je pense que c'est le discours le plus intelligent que j'ai vu jusqu'à maintenant. Il y a plusieurs dimensions. C'est très complexe, son approche. Il propose pas des solutions, mais au moins, il pose la table, il reconnaît la complexité de la situation. Bon, c'est un bon départ pour la démarche, mais encore une fois, ces gens-là, ils sont quand même pris dans leur boîte institutionnelle et il reste à voir s'ils peuvent devenir un peu plus inclusifs, on peut créer un processus un peu plus participatif. Mais il y a la reconnaissance de la complexité de la situation et une description de cette complexité-là qui est rafraîchissante. Donc, moi, en ce qui concerne notre comité, il y a quelque chose de particulier parce qu'il est un peu à la frontière de différentes choses. On parle beaucoup de relance économique qui est très importante, mais quand on parle de la question commerciale, on parle effectivement de développement économique, mais on parle aussi du milieu de vie des gens. On parle de leur quotidien. On parle de l'âme de nos quartiers. Et donc, il y a comme là une couche supplémentaire à réfléchir sur comment on relance le commerce et quel rôle on veut qu'il joue pour nos collectivités, nos quartiers, parce qu'on sait que Montréal est une ville de quartier. Et voilà. Donc, c'est pas juste de la mécanique économique. On rentre dans le social, on rentre dans le culturel, on rentre dans toutes sortes de dimensions ici. Donc, on voit, ça prend pas juste des économistes, ça prend pas juste des institutions financières pour apporter une solution à cette crise. Le problème est très complexe. Nos rues commerciales ne sont pas que des rues commerciales, sont des espaces de vie, sont des espaces de socialisation. Et il faut passer à toutes ces dimensions-là. Alors, si on arrive avec des mesures pour créer, par exemple, l'expérience de l'hôpital sur nos rues commerciales, quand on rentre dans un commerce, on fait face au masque et au savon pour se laver les mains. Cette expérience d'hôpital qui nous a été imposée sur les rues commerciales, elle est à l'opposé de ce que la rue elle doit être, qui est un lieu de rassemblement, qui est un lieu de contact social, qui est un lieu de vie sociale, qui est un lieu culturel. On a touché un petit peu à la vie culturelle au centre-ville dans cette présentation, mais là, vraiment, Christian, il met le point sur les i. Et ce que je suis en train de dire ici, c'est que peut-être que le gouvernement ne doit pas dire quoi faire. Donc, l'approche top-down, faites ça. Ce qui a résulté dans une expérience hôpital sur nos espaces de socialisation. On se fait rappeler en entrant dans un magasin que chaque
être humain qui se trouve là est un potentiel danger de vie et de mort pour nous. Et donc, c'est carrément à l'opposé de ce que cet espace-là doit véhiculer. Et donc, si on laisse l'État à nous donner la solution, mais on arrive à vivre une expérience d'hôpital dans nos rues commerciales. Ce que peut-être que le gouvernement devrait faire, c'est nous donner les balises, c'est nous donner les paramètres. Voici ce qu'on ne doit pas faire, voici ce qu'on ne doit pas dépasser comme chiffre ou comme phénomène. Et inclure les gens qui habitent, qui travaillent, qui font du commerce sur cette rue-là, à trouver les solutions, à créer une expérience. Hein. Donc, quelque part, il faut reprendre possession de nos moyens ici et de se dire, c'est à nous de créer l'expérience sur la rue. C'est à nous de rebâtir cette confiance dans nos espaces sociaux et culturels. C'est peut-être pas à attendre le gouvernement ou à attendre une solution qui tombe à travers ces canaux institutionnels-là. Okay? Et peut-être qu'il faut donner un peu de feedback au gouvernement pour dire « Vous n'êtes pas capable de trouver des solutions assez complexes que la situation demande. Et donc peut-être prenez votre rôle de facilitateur, de coordonnateur, prenez votre rôle d'arbitre. Hein? Et mettez en place une sorte de plateforme participative pour que les gens trouvent leur valeur à l'intérieur de ces paramètres de sécurité publique. Alors, je ne veux pas dire enlevez vos masques puis arrêtez de laver vos mains. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on se trouve maintenant sur la rue, c'est une expérience d'hôpital qui nous a été imposée, alors que probablement qu'on aurait pu faire autrement. On n'est pas à la fin de notre innovation, de notre créativité. On n'est pas rendu au bout de ça. Je pense qu'il y a des possibilités de rendre une expérience, de refaire, de se redonner une expérience de rue, de se donner une vie de quartier, de se donner une vie culturelle, okay, sur nos artères principales, tout en respectant ces normes de sécurité, mais que ça ne ressemble pas à une expérience d'hôpital. Pour finir, justement, quand on parle de relance économique, lorsqu'on parle de commerce, on ne parle pas juste de chiffres désincarnés, on parle du quotidien des gens, on parle de leur emploi, on parle de leur milieu de vie. Et un souci que nous allons avoir à travers notre comité, c'est d'avoir une triple grille d'analyse par rapport à où est-ce qu'on nos recommandations. Cette grille d'analyse-là va faire en sorte qu'on devra répondre à la crise sanitaire, à la crise économique et à la crise environnementale. Ces trois-là, il y a des mesures parfois qui pourraient bien performer dans un seul des secteurs, mais par contre, mal performer dans les autres. On va essayer de prioriser les mesures qui vont avoir le plus d'impact dans ces trois secteurs-là en même temps. Et voilà, donc c'est une question de trois secteurs. Il y a beaucoup d'interactions à l'intérieur de cette situation dans laquelle on est. Des interactions très complexes. Hein? On joue sur différents plans. Puis, encore une fois, on nous amène à la vie, finalement. Nos quartiers, ce sont des milieux de vie, ce ne sont pas juste des milieux économiques. Donc, on a vu l'approche du gouvernement provincial qui s'est focusé beaucoup sur l'aspect sanitaire, l'aspect santé, l'aspect aussi système de santé. On va sauver notre système de santé, on va faire en sorte qu'on n'atteigne pas les capacités. Donc, on va faire une gestion de crise pour n'atteindre pas la capacité de notre système de santé pour pouvoir servir les gens malades qui arrivent, pour pouvoir les traiter. Trop de focus sur la santé, on a comme oublié le côté économique. Et là, on se repense sur le côté économique, mais il ne faut pas oublier les autres aspects de la vie, puis de la culture, etc. Et voilà, donc voilà, faites votre jugement. Vous avez le nom du vidéo, vous pouvez le chercher sur YouTube. Je vous encourage fortement de faire vos commentaires dessus. On peut entamer une discussion directement sur ce vidéo-là pour donner un petit peu de feedback aussi à la Ville de Montréal. Et ce que je vous propose, c'est de vous rassembler dans vos groupes Facebook, là où vous êtes. Je sais qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça où les gens
réfléchissent à des solutions. Mais ces groupes-là, on peut les rassembler d'une meilleure façon. L'idée, c'est de se créer cette plateforme de réflexion, de cette plateforme d'échange, que chacun explore dans son coin des petites solutions et qu'on les échange. Et qu'on interpelle la ville, qu'on interpelle le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral en leur disant, écoutez, c'est peut-être pas la bonne approche. L'approche institutionnelle, c'est peut-être pas la bonne approche. Il faudrait peut-être commencer à essayer des approches participatives. On veut faire partie de ces comités-là. Hein? On veut faire partie de ce processus pour trouver des solutions. Puis peut-être c'est pas très efficace à juste subir parce que, bon, comme vous voyez, ça crée du mécontentement, ça crée des frictions sociales, ça fait des gens dans la rue qui nient le port des masques, etc. Donc ça peut amener juste à d'autres problèmes. Et voilà, merci pour le visionnement, merci d'avoir écouté, merci d'avoir rentré dans notre laboratoire Sensorica où, encore une fois, on pense le monde autrement, on pense le monde de façon participative et collaborative. Et peut-être suivez-nous aussi sur Facebook où vous pouvez avoir d'autres initiatives qu'on prend, aussi des projets qui s'adressent directement à cette crise COVID qui sont plus cohérentes avec nos positions d'approche écosystémique.